Nous allons discuter sur cette présentation d'insuffisance cardiaque. Donc c'est une première partie pour laquelle on va surtout présenter la définition, l'épidémiologie, le diagnostic et l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. Tout d'abord, on va commencer par les définitions. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est l'incapacité du cœur à délivrer un débit adapté aux besoins de l'organisme et ou à fonctionner avec des pressions de remplissage normales. Donc cette première notion implique deux éléments. Le premier, c'est la fonction systolique, c'est elle qui va permettre au cœur de délivrer un débit adapté à l'organisme, à la perfusion des organes. Et la seconde, c'est la fonction diastolique, c'est-à-dire sa capacité à se relâcher et à permettre des pressions de remplissage qui sont normales dans les cavités intracardiaques. Les deux phénomènes peuvent être associés. Alors, il faut bien comprendre que l'insuffisance cardiaque va apparaître en raison de différentes causes qu'on reprendra après, qui sont des anomalies de fonction et de structure du cœur, et que ces anomalies fonctionnelles et ou structurelles vont favoriser d'une part possiblement la diminution du débit cardiaque et d'autre part les élévations des pressions intracardiaques. Les conséquences qu'on va observer peuvent être de deux ordres. Elles vont provoquer un syndrome avec d'une part des signes fonctionnels que va rapporter le patient, donc la dyspnée, un essoufflement, des signes de congestion, œdème des membres inférieurs qu'il pourra vous rapporter à l'interrogatoire, et une asthénie, donc la fatigue, qui est peu spécifique bien sûr, mais qui peut faire partie du cortège des symptômes de l'insuffisance cardiaque. L'examen clinique va pouvoir montrer des signes congestifs, notamment donc une turgescence jugulaire, des œdèmes des membres inférieurs et des crépitants au niveau pulmonaire, donc à la fois des signes d'insuffisance cardiaque droite, turgescence jugulaire, œdème des membres inférieurs, et des signes d'insuffisance cardiaque gauche, des crépitants. Passons maintenant à la deuxième partie qui est l'épidémiologie. Donc l'épidémiologie, elle peut s'expliquer par différents éléments, c'est-à-dire qu'on peut tout d'abord imaginer qu'il y ait un continuum, comme c'est représenté sur cette figure, en 4 stades. Le premier stade, le stade A, ce sont les patients qui n'ont pas de cardiopathie structurelle, c'est-à-dire si on leur fait une échographie cardiaque ou une IRM cardiaque, on n'observe aucune anomalie, mais ils ont des facteurs de risque de développer une insuffisance cardiaque. Parmi ces éléments qui sont des facteurs de risque, on peut retenir l'hypertension, le diabète, l'obésité, la présence d'un syndrome métabolique ou d'une maladie rénale chronique, et également des causes qui peuvent être soit héréditaires ou l'utilisation de médicaments cardiotoxiques. À ce stade-là, on ne voit pas d'anomalie encore une fois à l'imagerie, mais ces éléments peuvent favoriser à terme le passage au stade B. Le stade B, c'est un patient qui n'a pas de symptômes d'insuffisance cardiaque, il n'est pas gêné au quotidien, mais là, cette fois-ci, si on lui fait une imagerie cardiaque, on va observer des anomalies structurelles au niveau du cœur. C'est typiquement un patient, par exemple, qui a fait un infarctus du myocarde relativement limité. Il peut avoir une séquelle d'infarctus sans signe d'insuffisance cardiaque. C'est un patient qui a été exposé, par exemple, à une hypertension artérielle de longue date et on voit qu'il a une hypertrophie de son ventricule gauche. Et puis ça peut être des patients qui ont des maladies valvulaires qui sont pour l'instant pas trop sévères, mais qui risquent avec le temps d'évoluer vers des situations plus sévères. Et donc, suit à ce stade B, un stade C, où là on a bien des anomalies de structure ou de fonction du cœur, mais un patient qui développe cette fois les symptômes qu'on a évoqués, dyspnée, asthénie et signes congestifs. Et là, on va mettre en place les traitements de l'insuffisance cardiaque. Soit le patient répond à ces traitements, il restera au stade C, soit il ne répond pas bien au traitement, malheureusement, et il peut évoluer vers le stade D, qui est une insuffisance cardiaque, on va dire, réfractaire au traitement médical, avec une persistance des symptômes marqués au quotidien et qui peut faire discuter des prises en charge en fonction des comorbidités de l'insuffisance cardiaque terminale, greffe ou transplantation, ou assistance cardiaque. La prévalence de l'insuffisance cardiaque est relativement élevée. Vous voyez que c'est à peu près 1 à 2% de la population. Ce n'est pas forcément toujours très simple d'avoir des chiffres précis. Mais vous voyez, sur les données françaises, finalement, chaque jour, c'est plus de 500 patients qui sont hospitalisés pour une insuffisance cardiaque. C'est probablement
1,4 million de personnes qui souffrent d'une insuffisance cardiaque, et le nombre de décès attribuables annuellement semble être directement de 23 000 et de façon indirecte 100 000 par an. Donc c'est des chiffres qui sont assez marquants, qui nous imposent bien sûr une vigilance et une prise en charge de cette maladie si on veut éviter ce mauvais pronostic. Comment fait-on le diagnostic de l'insuffisance cardiaque? Donc tout d'abord, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites avec l'acronyme EPOF, c'est pour le grand public, E pour essoufflement, P pour la prise de poids, O pour les œdèmes et F pour la fatigue. Donc ça peut alerter les patients s'ils ont suivi ces campagnes d'information pour en parler à leur médecin et permettre un diagnostic plus précoce qui permettra une prise en charge. Donc ces éléments sont importants pour la discussion avec le grand public. En pratique, pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, on peut avoir deux situations qui sont un peu différentes. On peut avoir des patients qui ont une cardiopathie compensée. Dans cette situation-là, en général, il n'y a pas de signe congestif. C'est une situation qui est un peu difficile parce que le patient peut avoir une dyspnée chronique, stade 1 à stade 3 de la NYHA, peut être fatigué, mais l'examen clinique peut être relativement pauvre et le diagnostic n'est pas formel, donc il faut s'appuyer sur le dosage des peptides natriurétiques BNP ou NT-proBNP qui peuvent avoir souvent des valeurs anormales, et on verra un peu tout cela plus tard. L'autre possibilité, c'est la cardiopathie décompensée. Là, c'est beaucoup plus facile comme diagnostic parce qu'il y a certes de l'essoufflement qui peut être plus marqué, qui peut aller jusqu'au stade 4 de la NYHA, c'est-à-dire un essoufflement de repos. Et on a souvent des signes congestifs avec prise de poids, crépitant, épanchement pleuraux, œdème des membres inférieurs. Donc là, forcément, on va penser beaucoup plus facilement au diagnostic d'insuffisance cardiaque. Les peptides natriurétiques seront anormaux et vont confirmer l'impression clinique observée. Alors, qu'est-ce que c'est que le BNP, NT-proBNP? Il faut savoir que c'est une substance en fait qui est libérée par la cellule cardiaque, le cardiomyocyte, en raison d'une augmentation de la pression intraventriculaire gauche et éventuellement droite, mais surtout gauche. Donc, quand il y a trop de pression dans le cœur gauche, cette hormone va être libérée et on va l'utiliser à titre diagnostique et éventuellement pronostic de l'insuffisance cardiaque. Donc brièvement, ce qu'il faut comprendre, c'est que initialement la cellule cardiomyocytaire va sécréter du pré-pro-BNP et vous voyez il y a différentes étapes de clivage qui vont se produire pour créer des fragments. Et ces fragments, ça va être éventuellement donc le BNP ou le NT-proBNP. C'est-à-dire que quand on les dose, ce n'est pas la même molécule, le NT-proBNP et le BNP, et que globalement, leur valeur diagnostique ou pronostique est identique, mais on va le voir, les seuils ne sont pas les mêmes. En effet, le taux de NT-proBNP pathologique varie en fonction de l'âge et en fonction de la situation clinique, donc il faut l'interpréter avec l'aide des normes du laboratoire. Et le taux de BNP a des seuils qui sont différents également. Vous voyez, un taux de BNP inférieur à 100 est un taux normal. Entre 100 et 500, ça peut être possiblement de l'insuffisance cardiaque. Et au-delà de 500, on est quasiment certain du diagnostic. Alors que pour le taux de NT-proBNP, on n'a pas les mêmes seuils. Donc cela veut dire que quand on dose pour suivre l'évolution d'un patient insuffisant cardiaque, il faut rester soit sur le taux de NT-proBNP si possible à chaque fois, soit sur le taux de BNP, mais éviter les variations de dosage, sinon on ne pourra pas comparer le suivi biologique du patient. On va passer maintenant à la classification de l'insuffisance cardiaque. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic clinico-biologique, l'échographie transthoracique va être vraiment un élément majeur pour permettre de séparer les patients. Si on a une fraction d'éjection du ventricule gauche à moins de 40%, on parle d'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Quand on a une fraction d'éjection entre 40 et 49%, une fraction d'éjection modérément altérée ou modérément réduite. Et si on a une fraction d'éjection au-delà de 50%, on parlera d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée.
pour les modérément réduites et les fractions d'éjection préservées, il faut qu'on ait des anomalies de la fonction diastolique ou de la structure du cœur pour avoir un diagnostic complet lors de l'échographie. Et cela sera conforté bien sûr par les peptides natriurétiques. Donc voici des images tout d'abord d'une fraction d'éjection réduite, où on voit un ventricule gauche qui est en haut à droite de l'image, qui est sévèrement hypokinétique. Au centre, c'est une fraction d'éjection qui est modérément réduite, environ à 45-50%. Et puis tout à droite, ici, on voit une fraction d'éjection normale, probablement autour de 65-70%. Donc cette échographie est très importante et est la pierre angulaire de la classification de l'insuffisance cardiaque, puisque vous le verrez un peu plus tard, cela va conditionner notre traitement de l'insuffisance cardiaque. On passe maintenant aux causes, donc l'étiologie de l'insuffisance cardiaque. On va séparer de façon un peu schématique l'insuffisance cardiaque à la fraction d'éjection altérée ou modérément réduite. Et dans cette situation, les causes très fréquentes sont les causes ischémiques, donc une séquelle d'infarctus du myocarde relativement étendue. Les troubles du rythme peuvent provoquer une dysfonction systolique, c'est notamment la fibrillation auriculaire quand elle persiste, et la présence éventuellement d'extrasystoles ventriculaires fréquentes. On a également ce qu'on appelle les myocardiopathies dilatées d'origine non ischémique, qui peuvent être de différentes causes, dont génétiques parfois, des causes toxiques, notamment l'alcool ou des chimiothérapies par exemple, des causes virales, des causes auto-immunes, endocriniennes ou nutritionnelles. Ce qu'on observe en termes de conséquences physiopathologiques dans cette insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, c'est que la baisse du débit cardiaque, donc en haut à gauche du schéma, va provoquer une hypoperfusion périphérique. Cette manque de perfusion au niveau des différents organes, notamment au niveau du rein, va provoquer l'activation de systèmes de régulation, notamment le système rénine-angiotensine-aldostérone, qui est représenté dans une forme simplifiée ici, mais qui, in fine, par l'augmentation de l'angiotensine 2, va provoquer de la vasoconstriction, et par l'augmentation de l'aldostérone, va provoquer de la rétention hydrosodée, ce qui va expliquer les problématiques de signes congestifs qu'on va pouvoir voir. Et d'autre part, l'activation du système sympathique lié à l'hypoperfusion va entraîner une tachycardie et également de la vasoconstriction et de la rétention hydrosodée. Donc vous voyez cette baisse de perfusion qui active des systèmes hormonaux et neurovégétatifs est en fait délétère et provoque des symptômes qui vont se répercuter sur le patient et aggraver son pronostic. La deuxième cause d'insuffisance cardiaque est la fraction d'éjection préservée. Il y a certaines étiologies qui sont communes avec la FEVG altérée. Vous voyez notamment les troubles du rythme, fibrillation auriculaire, extrasystole ventriculaire fréquente. Et on observe d'autres anomalies qui vont épaissir le myocarde, notamment les cardiopathies hypertrophiques dont on a discuté dans une autre présentation, et l'hypertension artérielle qui va entraîner également des troubles de la fonction diastolique. Les valvulopathies du cœur gauche, que ce soit au niveau de la valve aortique, rétrécissement aortique, insuffisance aortique, insuffisance mitrale ou rétrécissement mitral, vont pouvoir favoriser également de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. D'un point de vue physiopathologique, la dysfonction diastolique peut s'expliquer soit par des phénomènes liés au ventricule, c'est-à-dire que le ventricule perd sa fonction de relaxation et de compliance, mais également par des anomalies de la fonction atriale. Si l'oreillette devient rigide ou ne se contracte pas, ça peut également provoquer des anomalies de la fonction diastolique, ce qui est très bien expliqué notamment par la fibrillation auriculaire. Et la conséquence de tout ça, c'est qu'en fait les pressions dans le cœur vont augmenter beaucoup plus rapidement quand le volume devrait augmenter finalement, le volume augmente, mais la pression augmente davantage. Et cette augmentation de la pression dans le ventricule gauche et dans l'oreillette gauche va avoir un retentissement directement au niveau des capillaires pulmonaires et va provoquer une hypertension pulmonaire avec un essoufflement qui peut se majorer au moindre effort ou même au repos. On va observer également secondairement des signes congestifs qui peuvent apparaître comme dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et altérée.
Donc voilà pour cette première partie, et si vous voulez continuer, il y a une seconde vidéo sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique.